Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Face aux rédactions. Le principe est simple, une personnalité interviewée par les 3 rédacteurs en chef d'Eventis Media Group. Julia Luxac-Rougeau de Tom Point Travel, Linda Lenné de l'écotouristique et David Keller de Déplacement Pro. En février dernier, nous avions interviewé le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Cette fois, nos rédactions sont allées à la rencontre d'une figure que l'on entend moins dans l'univers du tourisme et du voyage d'affaires, Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Il dirige cette célèbre et influente association depuis maintenant 9 ans. Quel regard porte-t-il sur le transport aérien, le surtourisme ou encore les influenceurs et la compensation carbone? Quelles sont les urgences de Greenpeace? Je vous laisse découvrir Jean-François Julliard dans Face aux rédactions. Jean-François Julliard, bonjour. Greenpeace, pour le grand public, c'est avant tout des actions spectaculaires en faveur, évidemment, de la planète. Dernièrement, cet avion Air France repeint en vert. Alors, quand Greenpeace arraisonne un baleinier, vous sauvez des baleines. Quand des militants s'introduisent dans une centrale nucléaire, vous pointez du doigt les failles. Mais à quoi ça sert de peindre un avion en vert? Ça sert à essayer d'expliquer que le transport aérien a un impact aussi sur le climat et que si on ne règle pas ce problème-là, on aura beau faire tout ce qu'on veut, on ne pourra pas lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Donc il est nécessaire d'interpeller, de sensibiliser le grand public aussi sur cet enjeu-là qui est nouveau pour certaines et pour certains et de dire que dans l'équation qui cherche à résoudre la crise climatique, il faut aussi transformer le secteur aérien et la manière avec laquelle nous déplaçons et nous voyageons à travers le monde. Alors on va y venir à tout ça, mais Greenpeace, c'est une association avec des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais également de l'intelligence, du travail, qui est force de proposition. Ces actions spectaculaires, est-ce qu'elles n'ont pas tendance à occulter ce travail plus souterrain de Greenpeace, celui de travail, de proposition? Non, elles sont là pour apporter une contribution supplémentaire. C'est-à-dire que cette action, pour reprendre cet exemple, cette action sur l'avion vert, elle vient aussi après un travail d'expertise, après un travail de documentation, après la publication d'un rapport sur l'impact climatique des lignes aériennes, notamment des vols intérieurs. Mais justement, est-ce que ce n'est pas occulter ça? Non, parce que alors, après, ce sont les médias qui donnent une couverture médiatique plus ou moins large à la production d'un rapport ou une action plus spectaculaire. Mais encore une fois, on essaie à chaque fois de rappeler que ces actions, elles ne sont pas décidées comme ça au hasard, on ne les mène pas pour nous amuser ou pour se faire plaisir. Elles viennent parce qu'à un moment donné, le reste de notre travail ne suffit pas. Qu'à un moment donné, produire des rapports, sensibiliser l'opinion publique, aller manifester et marcher comme nous le faisons aussi pour le climat dans les rues des principales villes de France, eh bien, parfois ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à convaincre un gouvernement de changer de politique publique, ça ne suffit pas à convaincre une entreprise de transformer ses modes de production. Donc il faut en passer par des actions comme celle-ci, par la désobéissance civile. On assume pleinement ça. On pense que c'est non seulement légitime, mais aussi utile et nécessaire. Mais est-ce que vous ne croyez pas que par la violence symbolique, certes, que ce type d'action comporte, est-ce que vous ne pensez pas que le risque est de cliver, alors que finalement les causes que vous défendez peuvent obtenir une unanimité, très large? Non, mais vous savez, on n'est pas là pour se faire aimer chez Greenpeace. On est là pour questionner, pour interroger, pour dénoncer les problèmes et apporter des solutions. Donc une action comme celle-là, on sait qu'elle crée un débat. Et effectivement, il y a eu un débat suite à cette action quand on a repeint cet avion en vert. Un débat vif parfois, même sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les interpellations des responsables politiques. Monsieur Djebbari, ministre en charge de ces questions-là, des Transports, a réagi très vivement. Mais pour nous, c'est un débat utile. Ça pose un enjeu qui n'existait pas jusque-là. Quelle est la responsabilité du transport aérien dans la crise climatique? Quelles solutions on peut apporter dans une transformation du secteur aérien pour qu'il contribue, non pas négativement comme c'est le cas aujourd'hui, mais positivement à l'avenir, à la résolution de la crise climatique? Donc c'est un débat vif, mais c'est un débat qui nous paraît nécessaire et on assume pleinement notre rôle d'essayer de lancer l'alerte sur la responsabilité du secteur aérien, comme de la question des transports d'ailleurs, c'est pas que le secteur aérien, mais aussi d'essayer de proposer des solutions et de faire en sorte que collectivement on réfléchisse à des solutions. Jean-François Julliard, bonjour. Bonjour. Cette opération d'avion vert, finalement, est intervenue en pleine crise sanitaire. N'est-ce pas le plus mauvais moment pour stigmatiser
un secteur aérien qui est exsangue. Alors non, pour nous, c'était au contraire le meilleur moment. C'était un moment où justement il y avait une pause forcée qui est extrêmement dure et vécue brutalement, et ça on l'entend bien par les salariés de ce secteur-là, mais pour nous c'était justement le moment de se poser les questions avant qu'on reparte comme avant. C'est-à-dire qu'on a essayé, et ça vaut pour le secteur aérien, mais dans d'autres domaines, on a essayé d'utiliser en quelque sorte cette crise sanitaire mondiale pour reposer le débat autrement et reposer la question de dans quel monde voulons-nous vivre ? Comment allons-nous transformer les sociétés pour faire en sorte qu'on puisse mieux respecter l'environnement, notre planète, et puis finalement mieux nous respecter ? Parce qu'à la fin, c'est nous qui allons trinquer du dérèglement climatique. C'est pas la nature en tant que telle qui serait une chose abstraite. Donc pour nous, c'était nécessaire de poser cette question-là, particulièrement à ce moment-là, et de se dire, essayons de profiter là aussi ensemble de cette crise pour transformer ces secteurs, parce qu'on sait que si on n'arrive pas à le faire maintenant, alors que le secteur est quelque part en pause forcée, on n'y arrivera pas plus tard, parce que dès lors qu'on va sortir de cette crise, eh bien on va repartir comme avant, et là ce sera impossible, notre message ne sera pas entendu. D'accord, on l'entend bien, mais comme vous le savez, le secteur fait beaucoup d'efforts depuis maintenant 20 ans, depuis 10 ans. N'aurait-il pas fallu mener cette action au moment où vous êtes arrivé à la tête de Greenpeace France en 2012 ? Parce qu'à ce moment-là, effectivement, les compagnies aériennes ne faisaient que commencer à faire de véritables efforts pour diminuer leur empreinte carbone. Alors peut-être qu'on aurait pu faire ça plus tôt, ça j'en conviens, mais on ne peut pas mener toutes les batailles en même temps. Et puis vous savez, la question de l'impact du transport aérien sur le climat, c'est quelque chose finalement qui est bien documenté aujourd'hui. Pendant longtemps, c'était extrêmement compliqué, ne serait-ce que d'avoir une estimation des émissions de gaz à effet de serre, et encore aujourd'hui ça reste difficile d'avoir une estimation précise, des gaz à effet de serre liés au transport aérien, parce que dès que c'est du transport international, dès que c'est des vols internationaux, plus personne ne veut comptabiliser dans les comptes de son pays par exemple. Donc on a dû aussi attendre d'avoir cette expertise-là avant de se lancer sur ce sujet-là. Et puis, où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous dites que le secteur aérien mène beaucoup d'efforts. On n'est pas d'accord. Le secteur aérien essaie de transformer des choses très à la marge. Aujourd'hui, il est devenu assez évident et de mieux en mieux documenté que si on n'en passe pas par une réduction du trafic aérien, et c'est là qu'est l'enjeu, une réduction du trafic aérien, c'est-à-dire moins d'avions dans le ciel, le transport aérien ne pourra pas avoir un impact climatique moindre. Donc tout ce que j'entends aujourd'hui, des efforts qui sont menés par les compagnies aériennes dans le fait d'avoir des avions qui consomment moins de carburant, tant mieux que les avions consomment moins de carburant, mais c'est largement insuffisant pour s'attaquer réellement à la crise climatique. Alors Jean-François Juliard, David le disait à l'instant, vous êtes force de proposition. Vous avez récemment fait justement des propositions au niveau des transports. Vous dites par exemple que les vols pour lesquels une alternative de 6 heures au maximum existe doivent être supprimés. N'est-ce pas surréaliste, notamment pour les voyageurs d'affaires ? Non, ce n'est pas surréaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment, mais ça a toujours été comme ça dans l'histoire de Greenpeace, chaque fois qu'on fait des propositions, elles sont d'abord considérées comme étant complètement utopiques, complètement folles, complètement farfelues parfois même. L'histoire a montré que les propositions qu'on a pu faire depuis la création de Greenpeace dans les années 70, ensuite dans les années 80, 90 et 2000, elles ont finalement toujours amené à des transformations positives. Et finalement, ces propositions, peu à peu, parce que les débats de société évoluent, elles sont devenues de plus en plus réalistes, de plus en plus acceptables et à la fin même souhaitables et nécessaires. Donc aujourd'hui, peut-être que certains vont penser que c'est complètement fou de se dire qu'il faut interdire des vols aériens dès lors qu'il y a une alternative en train en moins de 6 heures. Je suis certain que dans 5 ans peut-être, dans 10 ans peut-être, cette question-là sera perçue tout à fait différemment. Aujourd'hui, ça nous paraît une proposition, encore une fois, nécessaire, faisable, d'un point de vue aussi de nos modes de transport, et ça nous paraît nécessaire si on veut, encore une fois, limiter l'impact du secteur aérien. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut apprendre aussi à voyager autrement et à se déplacer autrement, que ce soit pour nos loisirs personnels ou pour le monde des affaires. On a aussi appris à travailler autrement pendant cette crise sanitaire, y compris le monde des affaires a appris à travailler autrement, avec des réunions qui se tiennent en visioconférence et tout ça. Je pense qu'il faut qu'on tire des leçons plus durables de ce qui nous a été imposé là, pendant ces quelques mois. On n'a pas absolument nécessaire de prendre l'avion pour aller participer à une réunion professionnelle au bout du monde qui va durer 2 heures ou 3 heures, comme c'est très souvent le cas des responsables d'entreprise qui vont traverser la planète pour une seule réunion qui va durer 2 ou 3 heures. Mais aussi pour visiter des clients ou des fournisseurs ou des filiales où le contact humain est
irremplaçable. En tout cas, Mais personne ne dit que ce ne sera plus possible du tout. On ne dit pas que tous les avions doivent rester à terre. On dit que moins d'avions doivent décoller. Et c'est là qu'est la nuance. C'est là que parfois vous essayez de nous caricaturer aussi sur nos messages. On n'a jamais dit que c'était fini du voyage que c'en était fini du voyage aérien, ni pour le tourisme, ni pour le monde des affaires. On sait qu'on vit dans le monde dans lequel on vit. On essaie de le transformer, mais on n'est pas non plus pour tuer le secteur aérien et empêcher les avions de décoller. En revanche, ne serait-ce que se poser la question de est-ce que j'ai besoin de prendre l'avion pour ce déplacement-là? Est-ce que j'ai besoin de me déplacer réellement à tel endroit? Est-ce que j'ai besoin de me déplacer? Et si j'ai besoin de me déplacer, est-ce que j'ai besoin de l'avion ou est-ce que je ne peux pas faire autrement? Déjà, si on se posait sérieusement la question, je suis sûr qu'on réduirait instantanément le nombre de voyages en avion. Très bien. Alors, vous n'êtes pas pour le train à 100%. Vous dites qu'effectivement, il ne faut pas non plus tuer l'avion. Alors, partons de ce principe-là. Comment finalement rendre l'avion plus propre? Est-ce qu'il faut recourir bien davantage au biocarburant, à l'hydrogène? C'est quoi finalement la solution miracle? Alors pour nous, la solution, elle n'est pas miracle. Pour nous, la solution, c'est moins d'avions dans le ciel. Encore une fois, c'est ça. Pour les avions qui ont encore le droit de décoller, moi, je suis pas ingénieur. Mais moi, je suis pas ingénieur en aéronautique. J'écoute ce qu'on me dit sur un avion à l'hydrogène qui va peut-être venir en 2035. On n'en sait rien aujourd'hui, mais on n'est pas contre la recherche et on n'est pas contre le progrès. Bien au contraire, si on peut faire en sorte qu'il y ait à la fois moins d'avions dans le ciel et que les avions qui continuent de voler soient moins polluants, tout le monde y gagne. En revanche, ce que j'entends aujourd'hui me paraît encore pour le coup, très utopique et bien plus farfelu que imaginer de voyager autrement en train, y compris pendant 6 heures. L'avion à l'hydrogène, personne n'a la moindre idée de quand ça va arriver réellement, ni même si ça va arriver. Airbus travaille dessus, tant mieux, mais que Airbus travaille dessus, c'est une chose. Que nos responsables politiques nous fassent croire que dans potentiellement une dizaine d'années, c'est prêt et que tout le monde va voyager à l'hydrogène, je n'y crois pas une seconde. Les biocarburants, les agrocarburants, c'est un réel problème parce que finalement, on entre dans un système où on va... donc l'idée des agrocarburants, c'est de mélanger aux carburants classiques tirés des énergies fossiles des carburants qui viennent de certaines cultures de plantes. Ça peut être le colza, ça peut être le tournesol, ça peut être l'huile de palme. Le problème, c'est que où on les trouve, ces huiles de palme, ces huiles de tournesol et de colza? On va les prendre sur des cultures qui pourraient servir à autre chose, à nourrir les gens, et je préfère que ces cultures, elles servent à nourrir les gens plutôt qu'à faire voler des avions. Je préfère qu'on arrête de déforester, comme c'est le cas, le sud-est asiatique, l'Indonésie, la Malaisie, pour produire de l'huile de palme qui va servir à faire voler nos avions. C'est pas la solution, les agrocarburants. La filière des huiles usagées? Mais la filière des huiles usagées, c'est pareil. C'était un beau coup de com' de M. Djebari et du gouvernement français de dire on a fait voler un avion avec des huiles de friture. Déjà, c'est 16% du contenu du carburant, donc ce n'est pas non plus la totalité qui est avec des huiles de friture. Si ça vient en complément, tant mieux, mais qu'on ne me fasse pas croire là non plus qu'on pourra un jour faire voler tous les avions, ou même une bonne partie des avions, avec des huiles de friture usagées. C'est là qu'est l'utopie, c'est là qu'est le dogme. C'est pas chez nous. Bonjour Jean-François Julliard. Alors dernièrement, on a vu de nombreux comparateurs d'émissions de gaz à effet de serre voir le jour dans le secteur des transports, que ce soit dans le loisir, dans le voyage d'affaires. Oui, SNCF par exemple propose ce genre de comparateur. Est-ce selon vous une partie de la solution ou des outils pour se donner bonne conscience ? Les deux. Si c'est bien fait, ça peut être effectivement un outil de comparaison intéressant, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'une majorité des Françaises et des Français, mais ça vaut pour, j'imagine, l'ensemble des pays de la planète, ont du mal à se figurer quels sont les ordres de grandeur en termes d'émissions de gaz à effet de serre de nos gestes du quotidien. Qui est capable de savoir aujourd'hui combien de kilos ou de tonnes de CO2 va représenter un vol Paris-New York en avion, ou un déplacement en train en France, ou le fait de se déplacer en voiture pour aller sur son lieu de vacances. C'est des choses qui sont encore insuffisamment connues. Donc tout ce qui peut permettre de sensibiliser et d'éduquer le grand public là-dessus, ça peut être intéressant. En revanche, quand je vois certaines compagnies aériennes déclarer des choses qui sont complètement invraisemblables, comme par exemple des vols neutres en CO2, bah là je m'offusque. Parce que ça, c'est de la tromperie sur la marchandise. Un vol neutre en CO2, ça n'existe pas. La compensation carbone, c'est-à-dire le fait que des compagnies aériennes ne réduisent pas leurs émissions de gaz à effet de serre, mais vont aller ensuite financer des projets de plantation d'arbres, c'est une tromperie sur la marchandise. Ce n'est pas en
en allant essayer de planter des arbres quelque part qu'on va avoir un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un côté très marketing en fait sur ce genre d'outils. Il y a un côté, même plus que marketing, il y a un côté greenwashing pour nous. C'est-à-dire que c'est encore une fois une tromperie. C'est pas juste du marketing bien pensé. Le marketing peut être intéressant dans certains cas de figure. Là, c'est vraiment de la tromperie, c'est du mensonge. Un vol n'est pas neutre en CO2, ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai que là, Linda soulignait le fait que le train avait bénéficié d'un petit traitement de faveur, alors que voilà, on était loin de la neutralité, ce que vous niez absolument pas. Mais alors c'est la voiture aussi dont on parle presque pas. On a l'impression un petit peu que l'aérien c'est une espèce de victime, alors peut-être coupable, mais en tout cas aussi victime expiatoire, alors que ce n'est pas du tout le transport le plus polluant au global. C'est le véhicule individuel, la voiture, la bonne vieille voiture qui pollue le plus. Et on entend très peu de choses là-dessus. On ne parle pas de honte de rouler. Mais alors, c'est vous qui me posez des questions sur le transport aérien. Maintenant, vous me posez des questions sur le transport routier. On parle du transport routier, que ce soit des poids lourds ou transport individuel. Nous, on a commencé par là. Et quand on a commencé à travailler sur la question des transports et de leur impact sur l'environnement, on s'est d'abord attaqué à la question de la pollution de l'air et des émissions liées au transport individuel, effectivement, en voiture et des poids lourds. Mais surtout les voitures. Aujourd'hui, je crois que c'est 80% des émissions du secteur des transports proviennent effectivement des véhicules individuels. Donc c'est là qu'est la question aussi. Et là, on souhaite effectivement que là aussi, nous repensions collectivement nos modes de déplacement, notamment en ville ou dans les zones urbaines, où ça nous paraît être le plus facile aujourd'hui de se passer de sa voiture. Donc on a effectivement des propositions aussi sur l'établissement et le renforcement de ce qu'on appelle les zones à faible émission en ville pour faire en sorte de réduire la place de la voiture en ville, c'est tout simplement ça, et de faire en sorte qu'on ait d'autres alternatives, que ce soit la marche, le vélo pour ceux qui le souhaitent et ceux qui le peuvent, que ce soit les transports en commun, que ce soit le covoiturage ou l'autopartage. Enfin voilà, ce qui est problématique aujourd'hui, c'est quand on prend sa voiture tout seul pour faire quelques kilomètres qu'on pourrait faire autrement. Google va proposer des itinéraires les moins polluants par défaut sur son outil Google Maps. Comment, selon vous, favoriser la micro-mobilité vertueuse ? Faut-il mettre en place une incitation financière, comme un pass mobilité, par exemple ? Alors oui, ça passe par de l'incitation financière, ça passe par exemple par une tarification solidaire des transports en commun et le fait que pour certaines personnes, les transports en commun en ville restent aujourd'hui excessivement chers. Ça passe par des incitations pour pouvoir s'acheter un vélo ou un vélo électrique, comme c'est le cas dans certaines villes ou certaines métropoles par exemple. Et puis ça passe par aussi un renforcement des infrastructures. Ce qui fait aujourd'hui qu'en France, il y a autant de voitures qui circulent, c'est qu'il y a des routes et des autoroutes partout et des parkings partout. Ce qui pose des problèmes au fait qu'aujourd'hui, insuffisamment de personnes prennent leur vélo pour se déplacer en ville, c'est qu'il y a encore aujourd'hui un manque criant dans certaines villes, dans certaines agglomérations, dans certaines zones périurbaines de pistes cyclables. Et aujourd'hui, c'est ce qui empêche un certain nombre de personnes de prendre leur vélo. C'est le fait de se sentir en insécurité sur un vélo, parce que quand il n'y a pas de piste cyclable protégée, on se retrouve au milieu des voitures, c'est extrêmement désagréable, extrêmement dangereux, extrêmement polluant, etc. Donc aujourd'hui, ça passe par des politiques un peu volontaristes, qui sont mises en place par certaines villes aujourd'hui et certaines métropoles. On voit une vraie évolution sur la pratique du vélo en France depuis quelques années, qui là aussi a été renforcée à l'aune de la crise sanitaire. On a vu que beaucoup de personnes étaient prêtes à utiliser leur vélo pour se déplacer en ville. Et aujourd'hui, il faut arrêter de penser là aussi que le vélo est un mode de déplacement de loisir uniquement. Bien sûr que le vélo est un mode de déplacement de loisir le week-end avec ses enfants pour aller faire une balade, mais c'est aussi un mode de transport pour aller sur son lieu de travail, un mode de transport quotidien qui est utilisé dans beaucoup de pays d'ailleurs qui nous entourent. Et là aussi, il faut un petit changement de mentalité en France pour faire en sorte que ce soit mieux accepté et mieux compris et du coup plus utilisé par un nombre grandissant de personnes. Que pensez-vous du concept de nudge pour changer le comportement des voyageurs ? En fait, le nudge peut aider là aussi quand c'est bien fait, quand c'est bien pensé. C'est-à-dire que le nudge, si ça permet de convaincre ceux qui sont un peu réticents ou même de les amener à ne plus se poser la question sur la pratique du vélo qui serait impossible, désagréable, trop compliquée, trop fatigante ou je ne sais quoi, tant mieux si ça peut aider. Je sais que les nudges ont beaucoup été utilisés, notamment autour des questions de signalétique urbaine, de circulation routière et tout ça. Si ça peut contribuer à renforcer l'usage du vélo et des mobilités douce, tant mieux. Vous êtes donc pour la baisse du trafic aérien, pour le recours plus massif aux mobilités douces, vous venez de le dire. Faut-il, pour vous, par conséquent, envisager une décroissance touristique ? Est-ce que c'est dans votre ADN ?
Alors, ce n'est pas forcément une décroissance touristique, c'est repenser le tourisme. Et ça peut être une décroissance touristique si on parle de aller passer son week-end au bout du monde. Oui, là, on est pour une décroissance touristique et on est pour essayer de convaincre les gens de repenser ces modes de fonctionnement-là. En revanche, on est pour une augmentation de la croissance du tourisme local, comme ça va être le cas très certainement cet été, de toute façon, parce que beaucoup de gens vont être amenés à repenser leurs déplacements et leur lieu de vacances. Donc c'est pas une décroissance, ce n'est pas une organisation qui prône la décroissance totale de tout, partout dans le monde. On est effectivement pour la décroissance des secteurs polluants, donc ça passe par une décroissance de notre addiction aux énergies fossiles, et ça passe par une augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables, par exemple. Donc on n'est pas pour une décroissance totale, absolue de l'ensemble des éléments qui composent nos sociétés. En revanche, on pense aujourd'hui, encore une fois, qu'en 2021, à l'aune de la crise climatique, à l'aune de la perte de biodiversité, et même à l'aune du fait que les gens ont envie de vivre autrement, tout simplement, qu'il est temps, il est urgent de repenser un peu ce qui paraissait comme normal jusque-là, et de se dire que ce n'est peut-être pas tout à fait normal, acceptable, souhaitable de prendre l'avion pour aller traverser la planète ou même traverser un océan ou une région pour 2 ou 3 jours, pour s'offrir un week-end pendant 2 ou 3 jours. Très bien, donc vous êtes plus favorable au tourisme local, vous êtes pour la décroissance du tourisme international. Moi, je n'ai pas dit ça non plus. Je n'ai pas dit ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens, et c'est tant mieux, parce que la découverte de la planète fait aussi partie des choses qui sont importantes. On peut aller au bout du monde, à condition, là aussi, de penser son voyage autrement. C'est-à-dire qu'on peut partir plus longtemps pour ceux qui peuvent partir plus longtemps. C'est-à-dire je prends un exemple très concret. Un jeune de 20 ans aujourd'hui qui a envie de découvrir le monde et qui veut aller voyager en Amérique du Sud, bien sûr qu'il doit prendre l'avion pour aller voyager en Amérique du Sud. Et je ne suis pas contre ça. En revanche, des personnes qui vont plusieurs fois par an prendre l'avion pour se faire un week-end à New York, un week-end à Marrakech ou un week-end je ne sais où, bien non, ça effectivement aujourd'hui, ça ne doit plus être considéré comme une pratique positive, souhaitable d'un point de vue environnemental. Donc j'incite ces personnes-là à repenser ça. Et à se dire qu'on peut fonctionner autrement, qu'on peut se faire de chouettes week-ends sans partir au bout du monde. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut interdire là non plus le tourisme international ou les vols long courriers, ça veut dire qu'il faut les penser autrement. Très bien. Avec la crise, environ 100 millions d'emplois sont menacés dans le monde, dans le secteur du tourisme. Quel regard portez-vous sur ces chiffres ? Mais si on pense le tourisme autrement, ça veut dire que des emplois vont être créés ailleurs. Si on regarde, c'est très souvent ce qu'on nous dit et ce qu'on nous reproche. Vous cherchez à tuer l'emploi. Ce n'est pas vrai. On cherche effectivement à faire décroître un certain nombre de secteurs qui nous apparaissent les plus polluants, mais on cherche à faire croître d'autres secteurs. Toutes les études qui ont été menées sur l'impact qu'aurait une transition écologique dans les différents secteurs sur l'emploi montrent qu'à la fin, le solde est positif, très largement positif. C'est-à-dire la transition écologique, c'est plus d'emplois à la fin. Ce n'est pas les mêmes emplois. Ça veut dire qu'effectivement, dans certains secteurs, les énergies fossiles, par exemple, oui, c'est moins d'emplois. Mais ça veut dire que dans tout un tas d'autres domaines, que ce soit les domaines liés à la production de l'environnement, la sobriété énergétique, la rénovation des logements, le tourisme local par exemple, tout ça ce sont des secteurs qui sont très prometteurs et pourvoyeurs d'emplois. Donc la transition écologique, il faut arrêter de penser que ça tue les emplois, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. La transition écologique à la fin, c'est plus d'emplois. Encore une fois, ce sont des emplois différents dans différents secteurs, mais globalement et collectivement, les sociétés s'y retrouvent. Il y a quelques mois, lors d'un événement institutionnel, un des intervenants a dit « Il n'y a pas de surtourisme, mais un tourisme mal géré ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je pense qu'un tourisme mal géré, ça veut dire qu'il y a du surtourisme dans certaines régions. Alors, il n'y a peut-être pas de surtourisme global, je ne sais pas comment on pense les choses, et je ne suis pas un expert non plus du tourisme mondial, mais je pense qu'effectivement, le tourisme mal géré, ça veut dire que trop de personnes vont dans les mêmes endroits et trop peu de personnes vont dans certains endroits. Mais encore une fois, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui profiter de cette situation, profiter de ce débat qui a lieu, et c'est très sain, je trouve, d'avoir ce débat sur quels sont nos choix pour nos vacances, quels sont nos choix pour le tourisme de demain. C'est sain qu'on se repose ces questions-là. J'entends aussi des professionnels du secteur, que ce soit des responsables de guides touristiques, des responsables d'agences de tourisme et tout ça, qui repensent tout ça, qui sont en train de repenser tout ça parce qu'ils ont bien compris que la société était en train de fonctionner autrement, qu'il y a une jeunesse aujourd'hui qui s'est engagée sur les questions climatiques et environnementales comme jamais ce n'était arrivé dans notre pays, et que cette jeunesse, c'est elle qui commence à voyager aujourd'hui et qui va voyager demain. Et donc il faut aussi intégrer cette notion-là, que les envies de voyage vont être différentes très certainement demain que celles d'aujourd'hui.
Et justement, vous ne direz pas à ces jeunes de ne pas faire le tour du monde. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est OK de faire le tour du monde, à condition, j'imagine, d'utiliser des transports plus vertueux, moins polluants. Oui, bien sûr, mais moi je suis et en plus, dans ma vie précédente, j'ai traversé le monde et à plusieurs reprises, donc ce serait malvenu de ma part d'interdire ou d'imposer une espèce de morale sur non, il ne faut plus, il faut rester chez soi, il faut arrêter de découvrir le monde. La découverte du monde, ça fait partie des choses essentielles dans la vie, mais on peut découvrir le monde effectivement autrement. On peut se poser la question autrement. Il y a une différence, encore une fois, entre un jeune de 20 ans qui va essayer de faire un tour du monde, ou généralement, plutôt que faire un tour du monde, découvrir un pays ou une région en prenant le temps de le faire, en utilisant les moyens de transport locaux et tout ça, et quelqu'un qui va faire des stop and go en avion et faire un tour du monde en 2 semaines ou 3 semaines. Ça me paraît indécent aujourd'hui d'imaginer faire ça. Mais ça ne veut pas dire que le voyage est interdit et que la découverte du monde est interdite. Non, pas du tout. Pensez-vous que les réseaux sociaux font partie de ce problème autour du surtourisme? Je pense notamment à Instagram qui est souvent critiqué. Mais les réseaux sociaux font à la fois partie, et ça vaut pour tous les enjeux de société, font partie des problèmes et des solutions. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, on trouve de tout. Et sur ces questions-là, vous allez trouver des influenceurs, comme on les appelle, qui effectivement ont un impact négatif en vantant le côté ultra cool d'aller passer un week-end au bout du monde, et d'autres qui vont justement nous interpeller et voyager autrement, et raconter leur voyage autrement, et contribuer là aussi à rendre plutôt sympa et attrayant des voyages différents. Donc on va trouver tout sur les réseaux sociaux. Jean-François Juliard, nous arrivons au terme de notre débat et j'aimerais, avant d'en finir, revenir sur l'action de Greenpeace à proprement parler, mais cette fois-ci plus sur le fond, moins sur la forme. Quelle est pour vous la mère des batailles, vraiment le dossier ultra prioritaire, dans votre domaine bien entendu, qui surpasse tous les autres? Nous, c'est la question climatique. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, nos sociétés, en France, en Europe et dans le monde, nos sociétés se transforment pour effectivement lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Aujourd'hui, tous les indicateurs sont dans le rouge. La planète est dans un très mauvais état. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Les pays qui sont en train d'essayer de les baisser ne les baissent pas suffisamment rapidement. Donc toutes les prévisions des scientifiques, des climatologues, des chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là nous montrent qu'on s'achemine vers un réchauffement de 3 à 4 degrés de la planète d'ici la fin du siècle. C'est catastrophique. Et toutes les questions dont on vient de parler, elles se poseront encore autrement si elles continuent de se poser si on atteint un réchauffement de 3 à 4 degrés. De toute façon, sur le tourisme, il y a des régions qu'on ne pourra plus visiter tellement ce sera insupportable de s'y rendre à cause du réchauffement climatique. Donc c'est la mère des batailles, cette lutte contre la crise climatique. Et elle passe par une transformation profonde de nos sociétés, et y compris et notamment des secteurs qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc c'est la question du transport, c'est la question du logement, c'est la question de notre production énergétique, c'est la question de notre modèle agricole, c'est la question de notre production industrielle. C'est tous ces secteurs-là qu'il faut profondément repenser pour faire en sorte que nos sociétés soient compatibles effectivement avec cet impératif climatique. Et tout ce que vous dites, ça n'est pas seulement technique, hein, c'est vraiment politique, hein, bien entendu, hein, ces changements-là. Il ne vous a pas échappé que bientôt, en France, il va y avoir une échéance politique importante. Dans cette présidentielle 2022, est-ce que vous entendez mettre un certain nombre de sujets sur la table ou faire en sorte que les candidats s'en emparent? Et de quelle façon? Oui, bien sûr, on est présent à chaque échéance électorale importante comme celle des élections présidentielles. Et je pense qu'en 2022, les questions écologiques et environnementales seront au cœur du débat politique, bien plus qu'elles ne l'ont été jusque-là. On a vu déjà en 2017 beaucoup de candidats s'emparer de ces sujets-là. Là, je pense qu'en 2022, tous les candidats et candidates auront une forte composante environnementale dans leur programme électoral. Après, notre travail va consister à décrypter ça, à analyser ça, à faire la part des choses entre des engagements sincères et du greenwashing, entre des convictions réelles et des simples coups de com'. Et ensuite, on va mettre des propositions sur la table qui sont des propositions de nature à changer profondément, de manière assez radicale, nos sociétés. Donc ça passe par des changements de société qui consistent à transformer la fiscalité, à transformer la façon avec laquelle on produit nos biens, la façon avec laquelle on consomme nos biens, la façon avec laquelle on se déplace, encore une fois. Donc oui, on va mettre des sujets sur la table pour essayer de faire en sorte que une bonne partie des candidates et des candidats à cette élection présidentielle, et peut-être, on l'espère, le prochain ou la prochaine présidente de la République, aura à cœur de porter ces sujets réellement et de faire en sorte qu'enfin, on ait une véritable transition écologique et sociale réussie. Jean-François Juliard, merci beaucoup au nom de l'écotouristique, Déplacement Pro et Tom.Travel.
Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.